Bienvenue sur le podcast Les Beaux Gestes. Je suis Margot, naturopathe, et je vous accompagne vers une vie plus sereine, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, au travers de mes consultations individuelles, ateliers ou encore séjours. Dans cette nouvelle saison, nous allons explorer ensemble les parcours de guérison de mes invités pour vous inspirer à prendre votre santé en main tout en vous donnant des outils concrets à mettre en place. Installez-vous confortablement, c'est parti! Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Beaux Gestes. Je suis en compagnie de Manon. Comment vas-tu? Bonjour Margot, merci beaucoup pour ton invitation. Je suis ravie d'être ici et donc forcément je vais très bien. Je suis aussi ravie de t'accueillir dans notre podcast. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ensemble, on va parler d'aménorrhée et sûrement d'autres petits sujets en lien avec la santé. Mais avant de commencer, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Bien sûr, avec plaisir. Alors, je suis Manon, je suis naturopathe maintenant depuis 4 ans. J'ai également fait une formation de nutrithérapie que je suis en train de terminer. Donc, prochainement, je serai également nutrithérapeute et j'accompagne des femmes, surtout en consultation de naturopathie, autour de problématiques digestives principalement et hormonales. Donc, ça peut être le SOPK comme l'aménorrhée ou l'endométriose, par exemple. Génial. Pour commencer cette interview, je voulais que tu nous racontes un petit peu ta rencontre avec la naturopathie. Comment est-ce que tout ça a commencé? Comment est-ce que tu as baigné dans ce monde des médecines naturelles? Alors moi, c'est venu assez sur le tard. J'avais pas forcément une famille qui était sensibilisée à cette approche. C'était plutôt une découverte finalement tardive. Et comment ça a eu lieu? C'était tout simplement dans le cadre de mon travail. Je travaillais à l'époque en maison d'édition à Paris, donc rien à voir, dans le milieu de la culture. Et la maison d'édition en question publiait des livres de naturopathie. Et je commençais par moi-même quand même par m'intéresser à ce sujet, mais de loin dans le sens où, comme j'avais aménagé seule, j'avais commencé à faire mes propres courses, à faire moi-même mes repas, à consommer un peu plus biologique. Donc, c'était quelque chose que je commençais à toucher du doigt en lisant des lectures autour de l'alimentation saine, etc. Voilà, comment construire une assiette. Et puis là, je suis tombée sur ces livres de naturopathe et c'est vrai que c'est pas un métier finalement connu dont on nous parle, par exemple, quand on est à la recherche de soi lors du collège ou du lycée. Et moi, ça m'a fait comme un tilt en me disant, mais c'est tellement dommage qu'on n'ait pas connaissance de ce métier. Il m'a semblé tellement riche et intéressant que j'ai commencé à me pencher davantage autour de ce dernier. Voilà, après, j'avais encore une fois des petites choses dans mon quotidien, comme j'utilisais moi-même des huiles essentielles pour quelques petits bobos, donc j'avais une petite sensibilité depuis peu, hein. Je pense que ça faisait 2 ans environ que je touchais du doigt tout cela. Et puis voilà, c'est vraiment ces livres qui ont été le catalyseur de mon intérêt pour la naturopathie. Et c'est là que du coup, mon intérêt n'a cessé de grandir. Et finalement, j'ai en fait encore 2 ans. J'ai fait encore 2 ans en maison d'édition. Puis j'ai décidé de prendre un tournant et de me reformer à ce moment-là. Ok, génial. Tu as été formée avec quelle école, toi? Je ne sais plus. Alors moi, c'était une école qui à l'époque avait été reconnue par l'État comme étant certifiante. Donc c'était le CFPPA à hier. Donc j'avais pris ça pour un gage de qualité. J'avais rencontré quelqu'un en plus qui sortait de cette école et qui m'en avait dit que du bien. Elle était un petit peu moins chère en plus que les écoles les plus connues à Paris. Donc je me suis orientée vers celle-ci. Ok, d'accord. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler, puisque c'est le thème de ce podcast, de l'aménorrhée que toi tu as connue? C'était à quelle période? Et voilà, comment tout ça un petit peu est arrivé? Oui, alors l'aménorrhée, du coup, bon déjà, il faut savoir que j'ai un parcours un peu atypique parce que contrairement à la plupart des jeunes femmes, j'ai pas eu mes règles vers 11 ans, 12 ans, 13 ans. Elles ne se déclenchaient pas lors du collège et c'est vrai que personne s'en inquiétait forcément. Et c'est quand j'ai commencé à avoir 16, 17 ans que moi-même, je me suis dit, bon, c'est peut-être pas normal, il se passe peut-être quelque chose. Et je me souviens que j'étais allée voir une gynécologue à l'époque. Bon, comme j'avais des caractères sexuels secondaires, comme tout ce qui est de l'ordre des poils, de la poitrine, etc., on m'a dit qu'il n'y avait finalement aucun problème, que ça mettait un peu de temps à arriver. On m'a pas forcément parlé à l'époque de mon poids. Et il faut savoir que ça, c'est vraiment une caractéristique majeure qui m'a poursuivie tout du long, car en fait, quand j'étais plus jeune, enfant et adolescente, j'étais vraiment très très fine et c'était ma nature, hein. J'étais très fluette alors que je mangeais énormément, mais j'avais du mal à prendre du poids.
Et du coup, je crois qu'à l'époque, en plus j'ai grandi très vite, donc je me souviens pas exactement, mais j'étais aux alentours de 49 kilos, 50 kilos, et j'ai très vite atteint, bon, ma taille actuelle c'est 1,73 m, mais je pense que je tournais peut-être autour de 1,68, 69. Donc un IMC pas forcément épais. Et c'est vrai qu'on me l'a pas forcément évoqué à l'époque, et on m'a tout simplement dit, donc quand je suis allée voir cette gynécologue, bah, si tu veux, on peut te donner du Faston, qui est un médicament qui peut déclencher justement les menstruations. Et je me suis dit, d'accord, allons-y. J'avais pas forcément plus de connaissances que ça autour du cycle menstruel. Et donc, j'ai pris ce médicament qui, en effet, en même pas le lendemain, j'ai eu mes menstruations. Je crois c'était assez impressionnant, ouais, l'effet. Waouh, ok. Voilà. Et de là, j'ai commencé à avoir un cycle plus ou moins régulier, surtout que bah, autour de cette période, ma croissance justement s'est s'est arrêtée. Et donc, les calories que je mangeais en quantité tous les jours ont fait que bah, j'ai pris du poids. Et ce qui était au final physiologique, parce que là, voilà, j'étais à peu près à ma taille d'adulte, du coup, autour de à peu près 1,70 m, 1,72 m. Et mon poids est monté et se stabilisait, en fait, et s'est stabilisé à 62 et quelques kilos. Et là, vraiment, mes menstruations sont devenues très régulières. Donc là, on est autour de l'âge de 18, 19 ans. Je les avais tout le temps. Et puis, en fait, à l'âge de 19 ans, on a commencé à me faire les premières remarques justement sur mon poids. Et c'était des personnes qui m'ont connue justement auparavant bah, très très fines, hein, et qui se sont permises de me faire des remarques. En plus, voilà, j'étais pas non plus dans un IMC excessif, et quoi qu'il en soit, je crois que les remarques sur le poids, qu'importe l'IMC, notre poids ou autre, on ne devrait pas se permettre d'en faire. Mais voilà, on a commencé à me dire justement que j'avais pris du poids, que j'avais grossi, que j'avais pris de la culotte de cheval, enfin ce genre de commentaires très agréables à entendre. 19 ans. Et voilà, et c'est là en fait où moi, en fait, j'avais même pas pris conscience. Enfin, j'avais remarqué que j'avais pris du poids, évidemment, mais j'avais pas un rapport malsain en fait par rapport à ça. Quand j'avais vu mon dernier poids sur la balance, tout allait bien pour moi. Je me sentais pas complexée même d'avoir changé de taille, de pantalon. Enfin, vraiment, ça me traversait pas une seule seconde l'esprit, les mots comme les régimes, la perte de poids. J'étais vraiment très étrangère à tout ça. Et tout allait bien. Et c'est quand on a fait justement ces remarques que ça a vraiment créé une brèche en moi et que ça m'a fragilisée. Et que je me suis dit, bah mince, alors si on me perçoit comme ça, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je perde du poids. Et c'est à 19 ans que a commencé en fait finalement l'aménorrhée que j'ai connue. Et donc, j'ai commencé un régime très drastique. Principalement, c'était une suppression des glucides et une diminution très forte des calories qui a fait que, de manière fulgurante, j'ai perdu du poids. En fait, en l'espace de un mois et demi, 2 mois, j'ai perdu 10 kilos. Donc, je suis redescendue à 52 kilos. Voilà. Et là, en fait, mes menstruations se sont arrêtées et je ne les ai pas retrouvées pendant un long moment. C'est là qu'a commencé, en fait, mon histoire avec l'aménorrhée qui était d'ordre hypothalamique. Parce que faut savoir qu'il y a plusieurs aménorrhées. On peut avoir une aménorrhée, par exemple, due à un taux de prolactine trop élevé, une aménorrhée en cas d'hypothyroïdie. Voilà, il y a plusieurs types d'aménorrhées où, par exemple, les personnes, les femmes qui souffrent de SOPK également peuvent avoir des aménorrhées. Moi, c'était hypothalamique. Donc, ce qu'on appelle une aménorrhée hypothalamique, hein, bon, déjà, ça correspond aux critères de l'aménorrhée, c'est-à-dire qu'on n'a plus nos menstruations pendant plus de 3 mois et ça correspond à des femmes qui sont en âge d'être réglées, qui d'habitude sont censées avoir leur menstruation. Et ensuite, quand c'est hypothalamique, ça veut dire que c'est l'hypothalamus, une petite glande qui est située au niveau du cerveau, qui va décider d'arrêter les menstruations. Parce que, alors j'imagine qu'on en reparlera, mais dans un cycle menstruel, tout part en fait de l'hypothalamus qui génère une hormone qu'on appelle la GnRH, qui va stimuler ensuite l'hypophyse. L'hypophyse, c'est une autre petite glande qui est le sous-chef de l'hypothalamus dans le cerveau et qui va dire très bien, tu m'envoies de la GnRH, moi j'envoie de la FSH et de la LH, deux hormones du cycle menstruel chez la femme. Selon le moment, on va avoir plus de FSH que de LH. Par exemple, première partie de cycle, on est plutôt justement sous l'influence de la FSH. Et c'est ça ce courrier hormonal arrive au niveau des ovaires. Et les ovaires vont y répondre et du coup, le cycle menstruel va s'installer. Et donc, quand on souffre d'aménorrhée hypothalamique, c'est vraiment au niveau de cette communication hypothalamus-hypophyse et ovarien qu'il n'y a plus rien, tout est coupé en fait. Ouais. Et oui, et en fait, c'est une réaction entre guillemets de survie pour le corps parce qu'il se dit que le poids est tellement faible que là, on ne pourrait pas
avoir d'enfants. Parce qu'en fait, c'est ça aussi Tout à fait. l'objectif des règles, c'est de Mm. pouvoir donner vie. Et du Complètement. coup, quand on a un poids qui est beaucoup trop faible, le corps se dit là, on n'est pas en capacité de procréer. Et justement, c'est pour ça que tout s'arrête. Donc c'est, entre guillemets, un mal pour un bien. C'est le corps tout simplement qui se protège et c'est normal. Complètement, c'est tout à fait physiologique et c'est là l'intelligence du vivant finalement et c'est en ça qu'on peut voir aussi les menstruations comme un signe de vitalité. Je ne sais Et pas ça, si tu es d'accord avec moi. mais complètement. Et ça, j'ai eu beaucoup de mal à l'entendre à une période Mm. parce que j'en parlerai aussi de mon histoire, mais du coup, j'avais perdu mes règles. Et pour moi, il n'y D'accord. avait aucun problème de ne pas Oui, avoir ces menstruations parce que je voyais les menstruations comme quelque chose de, eh ben, tous les mois, tu as mal au ventre, eh ben, mm, il faut se protéger, il faut ci, il faut là. Et du coup, je ne voyais pas du tout l'intérêt d'avoir ces règles. Or, on m'a dit que pour une femme, c'était vraiment un signe de vitalité et c'était un signe de bonne complètement. santé. Et ça, je pense qu'on ne le dit pas assez, que Tout à justement fait. avoir ces règles, c'est être OK, ça veut dire que tout va bien dans ton corps. Exactement. Moi, je te rejoins tout à fait. Pour moi, c'est vraiment une base enfin, à comprendre, à connaître dans la physiologie féminine que voilà, les menstruations sont un reflet de la vitalité, de l'équilibre hormonal au sein du corps finalement. Mais c'est vrai que je trouve que c'est pas facile aujourd'hui d'avoir cette vision-là parce que Mm. on a souvent on entend souvent ah bah alors t'es chiante, t'as tes règles et Mm. puis le premier jour on est tout patraque, etc. Et ça aussi il faut savoir, mais tu en parleras sûrement aussi que avoir ces menstruations c'est pas être couché pendant 4 jours, c'est pas avoir des douleurs, c'est pas avoir quoi que ce soit. Ça veut dire que encore une fois notre corps nous envoie un message de dysfonctionnement que quelque chose ne va pas, mais Mm. avoir ces règles c'est pas censé être douloureux et avoir que des inconvénients loin de là. Complètement, je pense qu'on a tout à fait la même approche et c'est vrai que c'est dommage parce qu'aujourd'hui les menstruations sont rattachées à une image très négative, que ça soit de l'irritabilité, des douleurs. Voilà, le cycle menstruel, comme tu l'as dit, n'est pas censé se subir au final. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas encore bien intégré dans les consciences et pourtant c'est dommage parce qu'il y a tellement d'outils justement pour aller vers un cycle menstruel harmonieux et on devrait en parler davantage. C'est sûr. Et moi, j'avais fait un enregistrement de podcast justement avec une personne qui nous parlait des cycles menstruels et elle m'avait dit justement de voir ces cycles comme un peu un cadeau que les garçons n'ont Mm. pas, que les hommes Mm. n'ont pas, parce que justement tous les mois, on a un rappel de petits check-up dans notre corps. Mais en fait, comment Mm. ça va? Est-ce que j'ai des douleurs? Comment je me sens, etc. Et du coup, voilà, des fois, c'est pas très agréable. On n'a pas envie de faire ce petit check-up, mais ça n'empêche que le corps le fait en disant, là, comment tu te sens? Et nous, on a la chance de l'avoir tous les mois. Je te Donc, rejoins. Ouais. changeons de vision. Oui, on est bien d'accord. Oui, oui, c'est une chance, c'est une reconnexion à soi, c'est vrai, et ça permet aussi de mieux s'écouter quand on est reconnecté à notre cycle menstruel. On est plus en phase avec nos niveaux d'énergie, notre humeur, qu'est-ce qui est bon pour nous à quel moment. Et je trouve que c'est autant de signaux intéressants à repérer et pour mieux se connaître aussi. C'est sûr. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de comment tu as guéri de cette aménorrhée? Parce que du coup, tu as eu cette prise de poids qui a dû avoir lieu. Et j'imagine que ça n'a pas été facile. J'en parlerai aussi, mais moi, ça a été aussi mon cas. Donc voilà, comment tu as guéri tout ça? Oui, alors, du coup, il y a eu d'abord cette perte de poids vers l'âge de 19 ans. Donc, le système s'est mis à l'arrêt. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai quand même, je me souviens, je suis allée faire quelques rendez-vous médicaux, des radios et autres, IRM, pour voir si tout allait bien. Et c'est vrai que j'ai eu l'impression, en tout cas, peut-être que je ne suis pas tombée hein, sur les bons thérapeutes, mais qu'il y avait une sorte d'errance médicale, un flou à ce sujet. Parce que moi, tous les retours que j'en ai eus à l'époque, c'est que bon, tout va bien, mais mes ovaires n'avaient pas d'aspect kystique, donc pas de diagnostic médical à proprement parler. Et personne ne s'est véritablement intéressé à mon IMC, à mon poids, le rapport à l'alimentation, etc. Dans quel contexte mes règles s'étaient arrêtées. Donc, en fait, les retours de professionnels de la santé hein, que j'en ai eu à l'époque, c'était que tout allait bien, qu'il n'y avait pas de stress à avoir et qu'en fait, c'était juste un petit peu en dormant, sans sommeil. Voilà. Donc, moi, à l'époque, voilà, encore une fois, je n'avais pas de connaissances sur le cycle féminin.
Et ça m'a un peu confortée, rassurée. Je me suis dit, bon, bah voilà, si même des professionnels de la santé le disent, c'est que j'ai pas de quoi m'inquiéter. Et en fait, j'ai maintenu un poids assez faible assez longtemps, puisque jusqu'à mes 27 ans, où j'ai vraiment 26, 27 ans compris, voilà. Donc j'ai eu cette aménorrhée pendant de longues années. Et c'est autour de l'âge de 26, 27 ans que j'ai compris, encore une fois, que bah, le cycle menstruel était un signe de vitalité et que c'était pas normal de ne pas en avoir. Et je me suis un petit peu penchée avidement sur bah, les causes qui peuvent déclencher justement un arrêt des menstruations. Et je suis tombée justement sur cette notion d'aménorrhée hypothalamique. Et c'était la première fois, personne ne m'en avait jamais parlé auparavant. Et donc, j'ai compris que il y avait un profil récurrent quand on souffrait d'aménorrhée hypothalamique. C'était généralement un sous-poids ou un poids insuffisant pour le corps, parce que ça aussi, je pense que c'est important à comprendre. En fait, des fois, c'est pas forcément. On se dit tout de suite, ah, le sous-poids, c'est quelqu'un qui est très maigre, qui vraiment a un poids, aura des pâquerettes. C'est vrai que moi, si on reprend mon IMC de l'époque, bah, c'était mon cas, hein. Mais des fois, en fait, chaque corps de femme, j'ai envie de dire, a son poids de forme. Et c'est ça qui est pas forcément facile à comprendre. C'est que en plus, on a tous une vision de nous-mêmes qui a des fois pas forcément, qui est un peu biaisée, je vais dire. Donc, par exemple, des fois, c'est pas que la personne est trop maigre, l'IMC est OK, mais il manque quand même un peu de kilos parce que chaque corps est différent en termes de poids de forme. Et d'ailleurs, il y a des femmes qui sont très très fines et qui ne perdent jamais leur menstruation. Donc, c'est dire à quel point chaque corps réagit différemment et a besoin d'un poids qui lui est propre, hein. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ouais, et je dirais même, on peut prendre l'exemple des sportives Hum, qui, hum, généralement, perdent souvent leurs règles, hum, et hum. pourtant elles ont un poids qui est relativement correct, mais elles ont beaucoup de masse musculaire et elles leur manque de masse grasse. Et c'est ça qu'il faut aussi pour les cycles. Complètement, complètement. Ça, c'est une notion vitale aussi parce que, évidemment, le muscle pèse très lourd, mais ce qui compte le plus, c'est la masse grasse. C'est ça, hein, qui permet à l'hypothalamus de se dire qu'on n'est plus en situation de stress et de survie. Ouais. Mm. Chez la Donc, femme, c'est vraiment vital. Donc ça, en tout cas, c'est un point majeur dans les femmes qui souffrent, chez les femmes qui souffrent d'aménorrhée hypothalamique. Ensuite, on a évidemment l'excès de sport, tout ce qui va être très stressant, en fait, encore une fois, tout ce qui va être cardio, HIIT ou autre, surtout, par exemple, pratiquer le matin à jeun ou autre. Tout ce qui va être restriction calorique, hein, la balance énergétique, c'est aussi une clé à comprendre quand les cycles ne veulent pas revenir, de veiller. Surtout aujourd'hui, on a une culture du régime qui est très forte, de la restriction calorique, qui soi-disant, voilà, est quelque chose qui est très bénéfique pour la longévité et autres. On a cette culture-là qui est omniprésente et pour autant, il faut veiller à avoir un apport calorique qui correspond à notre dépense, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Et aujourd'hui, vraiment, on est tous dans des situations, je pense, plus ou moins où on consomme énormément de ressources parce que on sort, on fait du sport, on marche beaucoup, on a des activités intellectuelles très intenses. Donc, il faut garder ça à l'esprit aussi que une restriction calorique va mettre le corps de la femme sous situation de stress. c'est sûr. Donc toi, tu as dû prendre du poids. Tout à fait, tout à fait. En fait, à cet âge-là, quand j'ai compris tout ça, je me suis dit, d'accord. Alors, c'était pas tant les calories, parce que je me souviens que j'ai commencé à compter ces dernières, et en fait, tous les jours, j'étais autour de 1900 environ, donc ce qui est relativement raisonnable, hein. On parle d'un apport conseillé pour les femmes autour justement de 1900 par jour, voire un peu plus s'il y a une forte dépense physique. Mais c'était vraiment le poids, hein, qui était insuffisant. Et Mhm. de toute façon, c'est vrai que si on retrace mon historique, c'était tout à fait logique puisque c'est à partir du moment où j'ai perdu mon poids elles ont disparu. Donc oui, à partir de ce moment-là, j'ai fait un travail de reprise de poids qui était pas du tout facile parce que forcément, après des années de sous-poids où j'avais identifié finalement ce poids comme un poids où je me plaisais, où les autres me trouvaient aussi plaisante quelque part parce que je n'avais plus de remarques. Au contraire, hein, quand j'avais été perdu du poids, c'était ça te va bien, tu as perdu du poids. Personne m'a alerté finalement sur cette perte de poids. Et donc, ça a demandé, c'était tout un travail qui était aussi bien évidemment physique, où il fallait identifier les calories, etc. Mais ça, c'était pas le plus dur, c'était pas le central, le gros du travail finalement. Ok. Là où ça s'est situé, pour moi, c'était vraiment une prise en charge au niveau mental d'acceptation
de prendre du poids parce que du coup, avec tout ce que j'avais vécu, je souffrais vraiment de dysmorphophobie. Ou dès lors, je me souviens à l'époque, hein, il suffisait que je prenne 1 kilo. Bon, du coup, ma relation à la balance était devenue obsessionnelle où je me pesais tous les jours, tous les matins. Il suffisait que je vois 1 kilo en plus sur la balance, je me trouvais vraiment, je me souviens, j'utilisais des termes comme graisseuse, enfin, c'était vraiment, j'avais une vision de moi où je me trouvais très grosse, voilà, j'avais même des termes plus excessifs que ça, quand je prenais un pauvre kilo. Mm. C'était vraiment très complexe de dénouer tout ça et de se dire en fait, c'est pour le bien de soi, de notre corps qu'il faut prendre du poids et voilà, fallait vraiment que je travaille sur cette image corporelle qui était très biaisée et mauvaise à l'époque, hein. Je ne Ouais. sais pas si tu as quelque chose de similaire dans ton Ouais, histoire. complètement. Et là, la petite parenthèse que je veux faire, c'est pour toutes les Mm. personnes qui nous écoutent. Très sincèrement, arrêtons de faire des remarques sur le poids des gens parce qu'on ne connaît absolument pas l'histoire, que la Mm. personne ait pris du poids et perdu du poids, peu importe. Je pense que si, enfin, dans le cas inverse, vous aimerez pas du tout. Donc, Mhm. on ne s'autorise pas en fait à juger les personnes parce que clairement, moi aussi, c'est ce que j'ai vécu. Donc moi, pour les personnes qui ne me connaissent pas, moi, j'ai fait de l'anorexie mentale. Donc voilà, tout de suite, quand j'ai été diagnostiquée, mon médecin m'a dit, bah, arrête ta pilule parce que tu n'as plus de règles. Effectivement, je n'avais plus de Mm. règles. Donc moi, ouais, j'avais perdu bien 12 kilos, Mm. sachant qu'à la base, j'étais pas non plus très épaisse. Donc voilà, et après, il a fallu du coup reprendre ce poids, mais j'étais toujours un petit peu à la limite au niveau du poids parce que forcément, comme toi, reprendre des kilos, c'est toujours très mal vu. Mm. Surtout, on a ce cycle un petit peu, je sais pas si tu l'as ressenti, mais au niveau des saisons, où quand on arrive à la fin de l'hiver, bah, on n'entend que du comment perdre des kilos et comment machin bidule. Et je me sentais très isolée à moi, je dois prendre du poids, alors que tout le monde entier est en train de Mm. perdre ses kilos. Et ça, c'était très très dur de le justifier en disant que moi, je devais rajouter des cuillères dans mon assiette alors que tout le monde était en train d'en enlever. Oui, Donc c'est vrai que psychologiquement, ça a été très dur. Et c'est vrai que les personnes qui ne me connaissaient pas, ou par exemple dans mon lieu de travail, j'ai eu des remarques en disant, bah alors, t'as pris du poids? c'est fou Ah. ça. Et je me suis permis un jour de leur dire, mais en fait, je suis malade, je fais de l'anorexie, donc forcément, en fait, j'ai besoin de prendre du poids, donc vos remarques, vous les gardez pour vous. Et du coup, c'est pas facile à entendre, surtout quand on est dans ce processus de guérison, même si au fond de soi, on sait que c'est pour la bonne cause. Mm. Les remarques, quand même, c'est très dur et tout l'environnement, en fait, toute la société fait que prendre du poids, c'est quand même très mal vu. Complètement. Donc, ouais, complètement, je comprends ce que tu as vécu. Oui, on a vécu, je pense, quelque chose de Mhm. très similaire et c'est vrai qu'on nage à contre-courant en fait quand on reprend du poids. Et toi, tu dirais que qu'est-ce qui t'a aidé justement à accepter ce processus de prise de poids? C'était plus un accompagnement psychologique? Non, moi, c'était plus, je dirais, la personne avec qui je vis, qui, D'accord, pendant super. cette période qui a été très compliquée, quand il me voyait en sous-poids, ça a été très difficile. Et Mm. c'est vrai que bon, moi, mon poids était très bas avec l'anorexie, mais c'est vrai que euh, il osait plus trop me toucher parce qu'il disait j'ai peur de te faire mal ou quoi que ce soit. Mm. Donc voilà, j'ai repris ce poids. Il n'empêche qu'à Mm. partir du moment où j'ai repris du poids, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je voyais aucun avantage à retrouver ces règles. Je me disais je vais avoir Mm. mal au ventre, C'est ça. faut que je me protège des tampons, des protège-lips, peu importe. Mais voilà, c'était ça, c'était une fois par mois, c'était quand même beaucoup alors que pendant plusieurs années, je me préoccupais pas du tout de ça. Mm. Donc du coup, il y avait tout ça et je me disais mais en fait, j'ai pas envie. Et quand j'ai commencé mes études de naturo, justement où j'ai pris conscience en me disant mais en fait, c'est juste un signe vital, Margot, et ça veut dire que là, ton corps fonctionne pas correctement. Pourtant, on Super. m'avait sorti tous les arguments. Mais Margot, mais si tu vas être enceinte, mais comment ça va se passer? Je dis, mais Oui, de toute façon, je veux pas d'enfant, donc ça va très bien. oui, c'est ça. J'avais tous les arguments possibles pour rester dans cette situation. Mhm. À partir du moment où j'ai vraiment pris conscience, justement dans ce processus de naturo où le corps, on veut être en bonne santé, et que tout le monde me disait, mais tant que tu n'auras pas tes règles, ça veut dire que quelque chose ne fonctionne pas. Je me suis Mhm. dit, OK, euh, c'est peut-être le moment aussi de vraiment faire les choses. Et Mhm. là, tant que je les aurais pas retrouvées, ça veut dire que quelque chose ne fonctionne pas à l'intérieur de moi. C'est super, donc ça a été une sorte de catalyseur au final, tes études de naturopathie. Et Ouais. je te rejoins, moi aussi, ça a été, en fait, le fait de prendre conscience de ça, ça a vraiment
accélérer ce processus où je me suis dit c'est vital en fait. Manon, là, quelque part, tu n'as pas le choix parce que une fois qu'on comprend que c'est un signe de vitalité et que ça veut dire que le corps ne peut pas fonctionner de manière optimum si les cycles ne sont pas là, bah, quelque part, on fait tout pour réussir à les réobtenir, même si voilà, ça passe par la prise de poids. Donc je pense que cette prise de conscience Oui. a été pour nous deux très forte. Mais en tout cas, c'est super que la naturopathie t'ait amené ça parce que moi, à l'époque, quand j'essayais de me conforter dans le fait que, un peu comme toi, hein, les règles, ça sert à rien, j'avais aussi entendu dans des courants un peu extrémistes, surtout c'est dans le côté États-Unis, enfin anglo-saxon, quoi, que les règles, quand on les a pas, c'est bon signe, entre guillemets, parce que c'était quoi déjà? Ça veut dire qu'on est purifié et que le corps n'a plus besoin de se nettoyer tous les mois de déchets. Ça veut dire qu'on a l'alimentation la plus clean possible. Enfin, vraiment n'importe Ah, quoi. ah ouais, bah heureusement que j'ai pas entendu ça, ouais. Oui, heureusement. Donc moi, heureusement, j'ai pas pris ça en considération et j'ai fini par comprendre par moi-même. Mm. Et voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à reprendre du poids. Et ça m'a pris quand même pleinement le processus, je pense, 2 ans complets. Il y a eu une année où ça allait assez vite, où je montais déjà mon poids autour de 58 kilos. Là, j'ai eu des premiers cycles qui ont réapparu, mais c'était pas du tout stable, hein. C'était une fois tous les 3 mois. Donc, je comprenais bien que c'était pas encore l'idéal pour mon corps, parce que plus finalement l'ovulation est régulière, plus ça veut dire que le système hypothalamus, hypophysien, ovarien fonctionne très bien. Donc là, je me suis dit, OK, c'est pas suffisant. Et donc, l'année qui a suivi, j'ai repris les 4 5 derniers kilos. Aujourd'hui, je me pèse plus du tout, donc je ne sais pas du tout à quel poids je suis. Mais en tous les cas, aux dernières nouvelles, quand je m'étais pesée et que mes cycles étaient là maintenant de façon régulière tous les mois, j'étais dans ces eaux-là, autour de 63 et quelques quoi, kilos. Oui, ouais, ton poids de forme. Voilà. Pas étonnant, hein, puisque c'est celui qui s'était stabilisé à la sortie de mon adolescence et au-delà duquel je prenais plus de poids, quoi. Oui. Et est-ce que tu t'es aussi posé cette question un petit peu psychologique finalement pour le côté émotionnel par rapport à ça, ton rapport à la maternité? Parce qu'on m'avait posé ça aussi comme question en disant que tant que, parce que moi j'avais, c'est vrai que à partir du moment où j'avais retrouvé mes règles, j'ai pas pris tant de kilos que ça. Je pense que Mhm, c'était très psychologique. Et il y mhm, avait un thérapeute qui m'avait dit, quel est votre rapport à la maternité? Parce que justement les règles, c'était pour avoir des enfants plus ou moins. Et comme moi j'étais dans je veux absolument pas d'enfants et j'ai pas besoin de ça, etc. mhm. C'est vrai que ce côté psychologique est très émotionnel, eh ben, en fait, mon corps se disait aussi, mais en fait, on n'a pas besoin parce que Margot n'a pas envie de ça, quoi. Ça fait sens. Alors c'est vrai que moi je me suis jamais posé cette question, mais c'est drôle hein, quelque part parce qu'on a le même profil. Moi non plus, je ne désire pas avoir d'enfant. Et ce depuis longtemps. Et pour autant, c'est vrai que j'ai pas fait le lien. Et par exemple, le fait de les avoir retrouvés, ça n'a pas forcément déclenché quelque chose de nouveau en Mm. moi. Après, c'est possible que ça soit le cas, mais je vois en consultation, finalement, j'ai aussi des jeunes femmes qui souffrent d'aménorrhée hypothalamique, mais qui rêvent d'être, voilà, d'avoir des enfants. Donc, je pense que ça peut être tout à fait être possible. En tous les cas, pour le coup, moi, je me suis moins reconnue hein, là-dedans. Ouais, ok. Parce que moi aussi, j'ai accompagné une personne qui Mhm. a eu un accouchement très compliqué. D'accord. Et ça fait peut-être 2 ans qu'elle n'a toujours pas retrouvé ses règles. Et Mhm. du coup, je lui ai questionné sur ça en disant, en fait, là, est-ce que si tu retombais enceinte, comment ça se passerait? Elle me dit, mais hors de question, j'ai trop souffert et c'est encore trop un traumatisme. Et Mhm. du coup, je pense qu'il y a ça aussi, le corps, parfois, alors peut-être pas toujours, t'en es aussi la preuve, mais se met aussi en mode, bah, en fait, là, c'est pas le moment. Et là, moi, j'ai Mhm. pas envie d'être dans ce processus. Oui, oui, ça fait sens et je pense qu'il ne faut pas mésestimer de toute façon l'impact euh, du, du, du- du psycho-émotionnel, hein, quelque part, de ce que après le corps va traduire et engranger et intégrer. Ouais. Et c'est sûr que parfois, il faut faire un travail sur cette sphère-là, totalement. Ouais, et pour raconter un petit peu ce que je t'ai dit tout à l'heure en off, Mhm. mais du coup, moi, le switch a été très psychologique pour le coup, parce que mon poids a peut-être changé de 1 ou 2 kilos à partir du moment où j'ai retrouvé mes règles. Mais je me souviens, c'était en décembre où je me suis dit, bah écoute, là, il faut que tu retrouves tes règles. Je veux retrouver mes règles. Et j'ai fait un massage énergétique, justement. Et la personne, alors en plus, c'est marrant parce je lui en avais pas du tout parlé, que j'avais pas mes règles. Et elle m'a dit, oulala, mais au niveau hormonal, c'est un petit peu le chantier. Est-ce que vous avez bien vos règles? Et je lui ai dit, bah non, pas du tout. En plus, c'était très étrange parce que c'était un homme. Et c'est là aussi qui m'a fait prendre conscience, c'est peut-être lui d'ailleurs.
J'ai dit, mais non, pas besoin. Il m'a dit, mais vous savez que c'est une chance incroyable pour les femmes d'avoir vos règles, etc. Et donc, il m'a fait un massage plutôt au niveau de la nuque, au niveau, et du coup, voilà, il me disait, je rééquilibre un petit peu vos hormones. Voilà, 15 jours après, j'ai eu mes règles. Alors, est-ce que j'ai mangé plus en conséquence parce que psychologiquement, je me suis dit qu'il faut que je mange mes règles? Est-ce que je ne saurais pas l'expliquer encore? Mais ça n'empêche qu'à partir de ce moment-là, bah voilà, j'ai eu mes règles et quasiment ouais, tous les mois. Donc, Super intéressant. Et donc, à cette époque, quand tu as fait ce massage énergétique, tu avais déjà repris quand même un peu de poids? oui, bien sûr, Oui. ouais, ouais, ouais. J'étais quasiment au même poids que je suis, enfin, que j'ai eu après. Oui, Euh, qui s'est stabilisé finalement. ouais, exactement. Donc, Ok. j'ai eu une prise de poids et je pense que c'était peut-être ouais, 8 mois après quoi, que j'ai eu mes règles. Hmm, Donc, d'accord, hyper intéressant. Après, encore une fois, ça converge vers le côté où il n'y a pas que le corps physique, enfin, il y a le corps physique et après tout ce qui va être énergétique, émotion, etc., qu'il faut évidemment travailler. Et moi, ça me fait penser à une expérience, voilà, quelqu'un que j'ai accompagné qui, pareil, en fait, est très sensible à l'acupuncture. Et dès que, par exemple, elle ratait son ovulation ou que ça ne voulait pas venir, l'ovulation, hop, une séance d'acupuncture et les choses étaient réglées, quoi, et l'ovulation se faisait. Donc, à ne pas aussi sous-estimer, hein, je pense, les approches énergétiques et ouais, autres. c'est sûr. Il y a des choses qu'on n'explique pas toujours. Alors certes, il faut guérir le corps physique, retrouver son Complètement. poids et que le système hormonal fonctionne correctement. Mais moi, de par mon expérience, je sais que aussi cette approche un petit peu plus subtile, elle peut parfois dénouer pas mal de choses. Oui, c'est ça. Elle fonctionne très bien aussi, hein. De toute façon, c'est tout l'art du côté holistique, un accompagnement vraiment qui, à mon sens, doit l'être pour justement retrouver des cycles harmonieux. Et par exemple, je sais que bah, l'auteur qui a le plus parlé de l'aménorrhée hypothalamique, c'est un docteur qui s'appelle Nicolas Rinaldi. Maintenant, je crois que c'est son nom, c'est Silk. Peut-être que ça a changé. Elle a écrit un livre qui s'appelle No Period, Now What? Donc, plus de menstruation maintenant, quoi? Et elle explique bien d'ailleurs que dans son livre, bah, elle est médecin, donc toutes les personnes qui sont venues la voir à ce sujet avaient des points communs très forts et vraiment une récurrence dans ce profil d'aménorrhée hypothalamique qu'on retrouvait, c'était soit les TCA, soit la dysmorphophobie. Mm. Et donc, forcément, quand il y a ce genre de problématiques sous-jacentes, il y a un travail psycho-émotionnel à faire qui est immense aussi, hein. Donc, c'est pas évidemment. Il y a cette part physique, comme tu le dis Mm. si bien, à prendre en charge, à accompagner, mais il y a aussi cet aspect psychique, émotionnel qui est très fort. Complètement. Toi, dans les personnes que tu accompagnes, est-ce que tu vois que les personnes qui sont aménorrhées, elles sont plutôt restrictives dans leur alimentation, dans le sens où pas forcément une alimentation qui est variée? Oui, tout à fait. Ça, je peux le voir de manière récurrente, hein. Une forme un petit peu de. Alors, j'aime pas utiliser ce mot parce qu'on y met un peu tout et n'importe quoi de nos jours, mais l'orthorexie, le fait d'avoir diabolisé, avoir peur de certains aliments parce qu'aujourd'hui on attend à boire et à manger concernant un aliment qui est censé être bon ou mauvais. Et donc, en effet, elles ont une palette d'aliments, généralement, pas toutes, hein, mais assez restrictive, serrée, avec une catégorie d'aliments qui est bon, d'autres mauvais, des interdits qui sont très forts. Et donc, voilà, une consommation d'aliments qui est très, très sélective finalement. Je ne sais pas si toi aussi tu vois ce profil-là. Oui, complètement. Et Mm. moi, je vois aussi, j'accompagne aussi des personnes qui sont végétariennes, Mhm. voire végétaliennes et véganes. Et là Mm. aussi, on peut avoir, alors même si le poids est bien, il manque certains nutriments pour que tout fonctionne quand même correctement. Oui, je te rejoins. Voilà, on va pas non plus jeter la pierre sur ces Non. régimes-là qui, voilà, encore une fois, en plus, ont de beaux principes derrière. Mais moi aussi, j'ai cette récurrence et des fois, voilà, des femmes qui densifient l'apport en protéines animales et les choses redémarrent derrière. Donc, en effet, alors, je pense qu'il peut être des fois possible d'avoir un régime du moins végétarien qui est équilibré. Encore une fois, on réagit toutes de manière différente, que ce soit face au poids ou au contenu de l'assiette. Mais ouais, je te rejoins, c'est aussi Moi un aussi, oui. profil hein, que j'accompagne en Mais consultation. c'est aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, en fait. Moi, je ne suis pas pour un régime ou contre un régime. Mm, Moi, je mm, suis pour simplement que le corps fonctionne. Et c'est vrai voilà. que avant, je me suis mis à manger du poisson, moi.
Et justement, alors je pense pas que ce soit ça qui ait déclenché mes règles parce que pendant à partir de mes études de naturo, j'ai commencé à manger un petit peu du poisson plus régulièrement et mes règles sont venues après. Mais il n'empêche que je voyais bien que mon corps, ça lui suffisait pas en fait d'avoir juste des protéines végétales. J'accompagne des personnes pour qui tout va très bien, qui sont végétariennes, qui ont leurs règles et que tout va très bien. Mhm. Et pour autant, il y a des personnes qui sont très strictes sur leur alimentation et c'est difficile de faire changer un petit peu les mentalités en disant peut-être que là, il te manque deux, trois trucs. Et voilà, ton corps, bah, il fonctionne pas correctement et peut-être que le régime alimentaire que tu as actuellement n'est pas celui qui te convient. Complètement, c'est très juste ce que tu dis et moi j'abonde dans ton sens. Pour moi, une priorité, c'est vraiment que le corps fonctionne bien. Et on ne devrait pas quelque part mettre en danger sa santé pour voilà, parfois des idéaux finalement, même si j'entends tout à fait les raisons derrière. Mais c'est sûr que je pense que des fois, il y a des choses à déconstruire par rapport à l'alimentation ou une plus grande souplesse à avoir, surtout qu'en tant que femme, voilà, encore une fois, le système hormonal, je pense, est un peu plus délicat que celui des hommes qui est vraiment régi uniquement quasiment par la testostérone et qui est complètement différent puisque eux, plus ils ont de masse musculaire, mieux c'est, tandis que nous, on répond davantage, par exemple, à la masse grasse. Et puis, du coup, c'est sûr qu'il y a certains nutriments qu'on trouve davantage dans le règne animal que dans le règne végétal. Donc, c'est plus facile de combler ses besoins, ses apports, si on fait appel à certaines protéines animales, hein. Je suis d'accord Ouais. avec toi. Et moi, ce que j'aime bien dire aux personnes qui sont comme ça, c'est que ça sert à rien d'être malade pour que le monde aille bien, et Mm. inversement. Donc, c'est vraiment trouver la balance et pas de manger de la viande trois fois par jour et du Exactement. poisson. Mais voilà, c'est juste de combler ses besoins. Et Mm. à partir du moment, c'est de trouver chacun sa fourchette. Et dès que notre corps fonctionne, ok, ça veut dire que c'est l'alimentation qui nous convient. Et Exactement. voilà, trouver le juste équilibre entre sa santé et ce qu'on souhaite pour l'environnement. Oui, je te rejoins à 100%. J'aurais pas mieux dit. Est-ce que tu peux nous reparler justement très rapidement des autres formes d'aménorrhée? Tu nous en as parlé tout à l'heure. On a fait un focus sur la perte de poids. Mais voilà, quelles sont les autres formes aussi d'aménorrhée qui peuvent exister? Oui, avec plaisir. Alors, l'aménorrhée hypothalamique, c'est une forme d'aménorrhée donc qui correspond à cet arrêt de menstruation pendant plus de 3 mois chez une jeune femme qui est en âge d'être réglée. Et ça va se traduire au niveau biologique par des taux de FSH et LH qui sont très bas généralement, voilà, qui ne sont pas du tout dans les normes labo quand on fait doser ces derniers. Des taux d'estradiol aussi au ras des pâquerettes. Et puis souvent hein, aussi une récurrence au niveau biologique, c'est l'insuline à jeun qui va être faible, puisque ce sont quand même des femmes, quand il y a une aménorrhée hypothalamique, qui ont un poids euh, diminué et un apport calorique également diminué. Mais après, on peut trouver trois autres types d'aménorrhée chez la jeune femme qui est en âge évidemment d'être réglée, hein, outre une aménorrhée qui est physiologique, par exemple pendant l'allaitement, qui est tout à fait normale, ou pendant la grossesse. Là, on parle vraiment des aménorrhées qui ne sont pas normales. On a une aménorrhée qui peut être due au SOPK, donc là c'est un trouble hormonal, c'est le syndrome des ovaires polykystiques qui touche certaines femmes en France. On parle de une femme sur 10 environ, un peu à l'instar de l'endométriose. Donc là, c'est sensiblement différent. On va avoir une hyperandrogénie, en fait, les hormones de l'ordre enfin, tout ce qui va être les hormones mâles, les androgènes, en fait, qui vont être normalement élevés, ou alors on parle d'une hyperandrogénie qui est clinique, donc on va observer à travers les symptômes, pas forcément biologiques. Et on va avoir des problématiques en termes d'ovulation. Donc certaines n'ovulent pas du tout, ce qui crée vraiment une période d'aménorrhée, d'autres ovulent, mais c'est peu qualitatif. En tous les cas, on retrouve chez la femme qui est atteinte de SOPK un rapport FSH-LH qui est inversé, hein, ce qui n'est pas du tout le cas en cas d'aménorrhée hypothalamique. On a un rapport, la FSH est censée être plus élevée quand on fait un bilan biologique à jour 3 environ. La FSH est plus élevée que la LH. Et même si on fait, là j'ai dit à jour 3, mais c'est vrai qu'en cas d'aménorrhée, on ne sait plus, on ne peut plus compter les jours. Dans tous les cas, on retrouve ce rapport qui est quand même fixe à une FSH un peu plus élevée que la LH. Donc, ces deux facteurs sont très bas et normaux, on va dire, en cas d'aménorrhée hypothalamique, dans le sens où le rapport est bon. En cas de SOPK, très souvent, c'est l'inverse. La LH est plus élevée que la FSH. Et par contre, ils sont dans des taux, des moyennes qui sont normales, finalement. Mhm. On va retrouver également, donc, possiblement des androgènes élevés.
Et on parle de 70% des SOPK qui connaissent une résistance à l'insuline qui peut être une des causes du SOPK. Donc voilà, le SOPK est susceptible de déclencher une aménorrhée. Ensuite, on a aussi l'hypothyroïdie, puisque la thyroïde joue un rôle clé dans le cadre de la fertilité, des cycles. Donc, s'il y a une hypothyroïdie, ça peut aussi déclencher l'arrêt des menstruations. Et puis, on trouve aussi le cas de l'hyperprolactinémie. Donc là, un taux de prolactine qui est trop élevé en dehors de une période d'allaitement, qui va avoir des influences aussi au niveau de la GnRH, enfin de l'hypothalamus qui va couper les menstruations. Donc voilà, encore une fois, il n'y a pas un type d'aménorrhée, d'où l'importance, j'ai envie de dire aussi, d'avoir un accompagnement médical pour savoir, cibler, être sûr de ce qui se trame dans notre corps. Oui, très intéressant. Et d'ailleurs, je voulais te poser la question, quels conseils tu pouvais donner aux femmes justement qui vivent cette situation? Ah oui, du coup, pour rebondir sur ce que je viens de dire, c'est ça. Je pense commencer par être accompagnée par une sage-femme ou gynécologue un peu déjà peut-être au fait de tout ça, ouverte. Alors aujourd'hui, par exemple, il y a des accompagnatrices en symptothermie, donc je pense que c'est des personnes qui ont une plus large connaissance du cycle. Ou alors évidemment, il y a aussi des sages-femmes ou gynécologues qui sont très au fait de tout ça. Et on peut trouver une liste. Alors si ça peut servir. Moi, j'étais allée consulter cette liste pour un jour en parler un peu plus tard quand j'étais dans mon processus de reprise de poids à une sage-femme à Lyon. C'est une liste, il y a une journaliste qui a écrit un livre, Sabrina Debusca, si je dis pas de bêtises, hein, qui s'appelle J'arrête la pilule. Et sur son site, alors je crois que son site s'appelle J'arrête la pilule aussi, à revérifier, on tombe assez facilement dessus. Elle a fait toute une liste, un travail de recensement qui est immense et génial, je trouve, de thérapeutes, sages-femmes, gynécologues et autres médecins qui ont une vision du cycle alternative, un peu plus globale, holistique, et qu'on peut aller consulter. Donc ça, je pense que c'est une super ressource et que ça devrait être, à mon sens, le premier pas. Alors oui, un accompagnement naturel, c'est super et ça peut mieux comprendre les besoins du corps, mais je pense que la base devrait être aller consulter quelqu'un du corps médical et savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est hypothalamique? Est-ce que c'est la thyroïde? Est-ce que c'est un SOPK? Et de là, en effet, donc soit construire avec le professionnel au sein du médical qui l'accompagne, qui accompagne la personne, soit en effet, avec cette base-là, aller voir quelqu'un, voilà, un naturopathe ou autre, pour construire, avoir un peu plus de briques. Après, on est toutes différentes, donc certaines, ça va être devoir densifier l'alimentation, faire un travail avec son rapport à l'alimentation, un travail avec le corps. Mais avec sa vision du corps, mais oui, je dirais principalement se faire accompagner et puis être doux avec soi-même et bienveillant, je pense. C'est vraiment une clé. Tu parlais tout à l'heure du jugement d'autrui, mais déjà, je te rejoins, ça devrait pas être, devrait se retenir de faire des remarques sur, enfin, pas se retenir, mais ne pas se permettre tout simplement sur le poids d'autrui. Euh, et aussi, je pense que si autrui a un rôle à jouer, c'est clair, soi-même, c'est très important parce qu'on est souvent nos propres bourreaux. Et je pense que la clé dans tout ça aussi réside dans l'acceptation de soi, de l'amour de soi, quelque part inconditionnel, et que c'est pas relié à- au poids du corps finalement. Il faut un petit peu dépasser tout ça et comprendre que la vie se situe ailleurs aussi. Parce que je sais pas si toi ça t'a fait pareil, mais est-ce que m'a amené aussi cette prise de poids? Faut le voir d'une autre façon parce que ça m'a amené énormément de belles choses autres que oui, j'ai eu un retour de cycle et c'est super. Mais qui dit retour de cycle et plus de poids dit aussi pour moi plus d'énergie, possibilité de sociabiliser davantage, de sortir, lâcher prise, plus de prise de tête, plus une part mentale où en fait on est omnibulé par ça. Moi je me souviens, je terminais un repas, je pensais au prochain, avant de manger quelque chose qui était pas bon entre guillemets, mais c'était une guerre dans la tête où je négociais avec moi-même, où je me disais que j'allais jeûner le soir ou que sais-je. Enfin, du coup, on retrouve une paix mentale qui est immense. Du coup, cette paix mentale, on peut la mettre dans d'autres choses beaucoup plus intéressantes, nos relations sociales, la vie, sortir, danser, etc. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut voir. C'est pas le voir comme une malédiction en mode ah bah pourquoi cette femme elle pèse tant et elle a des règles et elle peut être hyper fine et pas moi. Non, c'est pas une malédiction. C'est au contraire, on renoue avec la vie, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est ça qu'il faut garder en tête. Ça nous donne de l'énergie, de la joie, de l'énergie pour plein d'autres choses en fait. Je sais pas si tu es d'accord. Ah, mais complètement. Et comme tu dis, en fait, la paix intérieure Ah n'a oui, pas de prix. pas de Et n'a prix. pas de On est prix, bien d'accord. pas de poids du tout. Oui, oui.
Ouais, il y a plusieurs choses sur. Je suis 100% d'accord avec tout ce que tu as dit. Et du coup, je voulais rajouter aussi la paix avec soi-même et bien choisir son entourage aussi. Choisir des Mm, personnes qui nous jugent pas, qui sont pas mm, en train justement de dire quoi que ce soit sur notre poids et qui mm. nous encouragent justement vers la santé, peu importe quelle qu'elle soit, mais nos amis, notre famille, nos proches, peu importe. Choisissez bien les personnes avec qui vous vivez. Et la chose aussi que je voulais dire la première chose que tu as dit, choisir son accompagnement. Je Mm, rappelle rapidement aussi que nous, on est juste naturopathe et qu'on mm. ne fait pas de diagnostic. Et du coup, voilà, normalement, on n'est pas censé regarder des bilans biologiques ou quoi que ce soit. Donc, nous, on s'est traité une problématique quand on a le nom de la problématique. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a des personnes qui doivent prendre du poids, il y a des personnes qui doivent rééquilibrer leurs hormones. Et nous, en tant que naturopathe, c'est pas de notre ressort de faire toute cette investigation. Il y a d'autres professionnels qui sont là aussi pour ça. Oui, totalement. Alors, on a presque terminé ce podcast et je vais te poser les trois questions de la fin que je pose à tous mes invités. Mhm. La première question, et j'ai hâte de te la poser, c'est que je suis une grande fan de lecture et je voulais connaître le dernier livre qui t'a le plus inspiré, toi qui lis beaucoup comme moi. Oui, alors on se comprend là-dessus, on a la même passion. Et le dernier livre, alors je pense que c'est tout simplement un livre que j'avais déjà lu, mais qui est un immense coup de cœur pour moi, qui doit faire partie du top 10 de mes livres préférés. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Je ne sais pas si tu l'as déjà lu. Je l'ai relu il y a pas longtemps. Ah bah voilà, c'est drôle. Vraiment, c'est un grand coup de cœur. Je trouve que le message véhiculé est très fort, il résonne beaucoup en moi. Et voilà, je ne peux que vous encourager à le lire. Je l'aime beaucoup. Je pense que c'est très porteur. Ça donne envie de rentrer dans l'action et de lâcher prise et de faire confiance tout simplement. Ouais. Euh, voilà, plus Et je crois que je largement. l'avais déjà dit dans un podcast parce qu'il y a quelqu'un qui l'avait aussi cité. Mais moi, la D'accord? première fois que je l'ai lu, j'ai pas du tout compris le message. Tu vois, Ah oui, j'étais, d'accord. qu'est-ce qu'il me raconte? Et là, Je vois. tu vois, plus je le relis, parce que je l'ai déjà lu du coup plusieurs fois, et plus j'ai l'impression que je comprends encore plus de choses dans ce livre. Oui, oui, c'est Donc, ça. Je pense qu'il fait écho différemment selon nos périodes, ce qu'on vit exact. aussi, ce qu'on traverse. Donc, C'est ça mais qui est un très beau. très beau livre, ouais, plus un plein de leçons. Oui, complètement. Est-ce que tu as une personne qui t'inspire dans ton quotidien, que ce soit professionnellement ou personnellement? Une personne qui m'inspire, oui, mais là, comme ça ne me vient pas. Il y a Mhm. toujours j'ai des sources d'inspiration tout le temps, j'ai envie de dire. Après, euh, c'est variable et ça va dépendre du moment et de ce que je traverse, de ce vers quoi je me renseigne, ce vers quoi je tends. Euh, Là, comme ça, je pourrais pas citer de personne, bien que voilà. Viendrait. Oui, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup, mais spontanément, il y en a pas qui me viennent à l'esprit. Parfait. C'est OK. C'est Ok. OK. C'est la question, elle n'est pas facile, cette question Elle n'est pas facile, c'est vrai. que je Disons pose. que je n'aurais pas une révélation. Certains, voilà, ont une admiration absolue à une personne et du coup peut la citer tout de suite. Moi, je construis un petit peu mon admiration autour de plein de petites choses. Donc, Mais je te rassure, il y a beaucoup de personnes comme ça, qui ok, sont bon, plutôt un petit peu, elle m'inspire pour ça, elle plutôt c'est pour ça, ça. etc. Plutôt que d'avoir juste Oui, une personne c'est ça. vénérée. Et la dernière question, c'est est-ce que tu as un mantra ou tu as une phrase que tu te répètes dans ton quotidien justement qui te fait du bien, qui te met en joie ou qui te motive? Oui, moi je dirais que c'est énormément sur la confiance et le lâcher prise. J'ai pas forcément un mantra, une phrase que je répète, mais c'est de l'ordre un peu de cette fameuse phrase. Je crois que c'est une citation qui s'appelle Saute et le filet apparaîtra. Quelque part, c'est de l'ordre de la confiance et de se dire que si on avance avec une confiance aveugle en la vie, la certitude que tout va bien se passer, les choses s'imbriquent de façon magique, je trouve, où les circonstances se déroulent euh, correctement, on rencontre la bonne personne au bon moment, la vie nous met sur notre chemin, la chose dont on a besoin au bon moment. Mais en fait, il faut toujours avancer quelque part. Cette vie, c'est comme une bicyclette, je ne sais plus qui disait ça. Pour pas perdre l'équilibre, il faut continuer à pédaler Einstein, en permanence. Ah, c'est Einstein. Bah je voilà. crois. Bah, c'est un peu de cet ordre-là des citations que j'aime bien me répéter, qui m'inspirent parce que, en tout cas, c'est ce qui s'est passé dans ma vie à partir du moment où j'ai pris le chemin de l'édition même et après de la naturopathie, où juste, même si
on peut se trouver mille raisons de ne pas faire une chose ou de se dire que, j'en sais rien, le secteur est bouché, c'est compliqué, comment je vais réussir. En fait, juste faire, avoir confiance, se donner les moyens de réussir et tout finit toujours bien finalement. Le filet apparaîtra. Exactement, c'est ça. Génial. On me l'avait pas encore sorti, celle-là, elle est très C'est bien. vrai. Note, ouais. Écoute, on a terminé cet épisode. Un grand merci pour ton témoignage, pour tout ce que tu nous as partagé. Je pense que ça va faire écho aussi à beaucoup de femmes. Je mettrai dans la description les liens pour te retrouver, ton Mhm. Instagram, ton site internet, si c'est bon pour toi. Oui, c'est tout bon. Merci beaucoup, Ouais, Margot. c'est ça. Et puis encore une fois, mille merci et je te dis à très bientôt. Un grand merci à toi, Margot. C'était un plaisir. À bientôt. Au revoir.